On a pris une bonne douche, on s'est vraiment réveillé. Donc voilà, c'est un édito dans lequel on va revenir sur l'expérience de ce festival pendant qu'on décuve, qu'on mange une pizza. On va faire un double entretien, on se pose chacun des questions. Moi, la première question que j'aurais à te poser, Samir, c'est qu'est-ce que tu as observé pendant ce festival de tsunami? Qu'est-ce que tu as Tsunami, c'est-à-dire festival de tsunami. Qu'est-ce que tu as vu de tsunami au festival de Cannes? De quoi tu as été témoin? De tsunami, de l'équipe de tsunami, Ouais. l'écriture. Je répète encore, mais j'ai vu une jeune revue de cinéma qui, c'est ce que je disais dans mon dernier édito, dans le précédent édito, pardon, une jeune revue de cinéma qui utilise les armes de celles et ceux qu'on appelle influenceurs, influenceuses, mais qui en parallèle continuent encore à penser, à croire au texte. Et donc j'ai vu ça, et très souvent on a cette tendance à mettre dans une catégorie jeune ces influenceurs, influenceuses, tout en oubliant qu'il existe aussi d'autres espaces, d'autres laboratoires de votre génération, que ce soit par le prisme du texte, voire même des podcasts. Donc j'ai vu surtout, moi ce que je retiens de ce festival par le prisme de Tsunami, c'est des critiques de cinéma dans un exercice littéraire très très intense. On a beaucoup rigolé aussi. Oui, vous avez beaucoup rigolé, On a bu. Vous avez bu, on a bu, on n'a pas beaucoup dormi. Ça dépend pour qui. Il y a eu, il y a eu peut-être. Alors moi, me concernant, il y a eu un moment où il fallait que je dorme, donc c'était. Mais si on devait partir du festival de Cannes, je pense ça serait bien de se poser la question quel serait le plan marquant. Le plan marquant du Festival de Cannes. Moi, j'en ai un. C'est ce plan qui continue encore de me hanter. C'est le plan dans Moulins, qui pour moi, en même temps, dit beaucoup de choses de ce que j'ai pu voir, et j'ai pas vu grand-chose au festival, mais de ce que j'ai vu et comment le festival regarde le monde. Ouais. C'est ce plan horrible et horrifique où l'on voit, où l'on oblige Moulin, lors d'une séquence de torture, à regarder ses camarades se faire massacrer. Et en même temps, il nous regarde, nous. Et ce plan-là, pour moi, déjà, il est marquant. C'est un plan qui raconte l'état, non pas du cinéma, mais l'état du monde. Et ça dit aussi que ce festival, à 90% des films que j'ai vus, montre quand même un festival très, très déprimant. J'ai rarement assisté à une édition cannoise où c'est le chaos. Beaucoup de chaos, que cela soit dans l'identité, voire même dans la famille. Je pense à un mariage au goût d'orange. Ça peut être aussi, même dans une comédie comme Le Journal d'une femme de chambre, qui est une très bonne comédie, mais il y a, si on creuse bien, des moments extraordinairement tragiques. C'est un festival très déprimant qui est à l'image de... Après, là où le plan dont société. tu parles, il est particulièrement saisissant, c'est que à différents niveaux, il fait basculer quelque chose. Et dans le film, Pardon. on a beaucoup dit que le film était divisé en deux, avec cette partie qui Oui. était en gros de l'espionnage de résistance, puis un film de torture. Ouais. La torture, qu'on ne voit d'ailleurs très peu dans le film, voire pas du tout, bascule à ce moment-là, et il y a vraiment un geste de faire ouvrir les yeux au spectateur en même temps. Et moi, je trouve que là où ça se joue aussi sur un deuxième plan, c'est que dans l'interprétation même de Jean Moulin, par Gilles Lelouch, là où on pouvait penser que Gilles Lelouch allait faire un film à contre-emploi, où on allait le voir sur un autre registre, je trouve qu'il est particulièrement bon quand il fait ce qu'il a toujours fait, et quand il est justement abîmé, grimé, qu'il a une espèce de performativité à la De Niro, où tu vois, il est ensanglanté. Et ce plan-là est le basculement vers ce jeu-là, où après, tu vois, il est cabossé, il se fait taper dessus et tout ça. Et après, je suis d'accord avec toi, il y a une idée de faire ouvrir les yeux à quelqu'un sur une réalité. Et là-dessus, le festival, Mais ça pourrait prétendre à confusion parce que on pourrait, beaucoup de détracteurs, détractrices de Neves, et après on peut parler d'autre chose aussi, c'est qu'ils pourraient aussi voir dans ce plan, non pas un dialogue avec nous, mais plutôt on nous force à voir les choses. Et ça peut être aussi quelque chose de très problématique lorsqu'un cinéaste t'oriente, te dit de regarder là où il décide que tu dois regarder, c'est un problème. Mais pourquoi dans ce film, j'ai pas encore la réponse, pourquoi dans ce film, pour moi, je le vois pas ainsi, c'est pas ce genre de geste-là, ça ne me pose pas de problème. Pourquoi? Parce que peut-être aussi... parce qu'il n'y a pas le contre-champ. Parce qu'il n'y a pas de contre-champ, parce qu'en plus de cela, on connaît en plus de cela, c'est la méthode Nemes, qu'on connaît très bien, depuis, pour moi, depuis le Fils de Saul, mais il y avait bien quelque chose avant. Donc voilà. Donc moi, je retiens de cette édition cannoise
Alors, il faut aussi parler de ça. On a tendance à ne pas parler de ça quand on voit des bilans parce que c'est la cuisine interne et on se dit que les lecteurs et lectrices vont pas être intéressés par ça. Mais il faut dire aussi que nous, notre métier, c'est pas si évident de couvrir un festival aussi espèce d'engouement en canois, pardon, parce qu'il y a énormément de films, beaucoup de propositions. En plus de cela, il y a aussi d'autres types de propositions qui ne sont pas des films et qui sont dans les coulisses du Festival de Cannes. Je pense aux pavillons, aux différents pavillons, que ça peut être Imperial Pasting ou Pavillon de la France, peu importe. Que par exemple, tu as été le seul à investir de l'équipe. Comment ? Tu es le seul de l'équipe à y avoir fait un tour. Je suis allé faire un tour pour voir un peu ce qui se passait au niveau des Palestiniens, des pavillons plutôt arabes, donc la Palestine, l'Égypte, la Jordanie, et pour voir un peu comment ça pense cinéma là-bas, les types de festivals. Et je me suis dit que l'année prochaine, il faudra que je consacre une bonne journée à avoir plusieurs types de pavillons pour voir un peu comment eux-mêmes structurent les propositions de cinéma. Et ça, c'est un truc qu'on devrait faire. Le marché du film, c'est trop compliqué parce que déjà, en plus de cela, c'est un autre type de taf. Mais il y a beaucoup de films, beaucoup de frustration de ne pas voir une espèce de diversification de films. Et aussi parce qu'il y a l'écriture. Et ça, l'écriture... Oui, là-dessus, je pense que ça peut être aussi intéressant de dire, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas conscience vu de l'extérieur. Exactement. Mais en tant que rédaction, on ne voit pas tous les films qui sont critiqués dans la Gazette chaque jour. On n'a pas le temps de lire tous les textes qui sont publiés chaque jour. Et de l'équipe, moi qui en tant que rédac chef est forcément le plus chapeauté, j'ai pas eu le temps de tout lire. Je vais devoir en rattraper là. Mais ce qui veut aussi dire de la solidarité d'une équipe qui est capable de se dispatcher, de prendre soin de chaque texte, même si tout le monde ne les a pas lus. Et en fait, si même tout le monde n'a pas lu tous les textes ont été lus par plusieurs personnes. Et là-dessus, c'est là où je suis hyper fier d'avoir une équipe qui est capable de se dispatcher comme ça et de rendre une gazette au maximum propre et présentable, même si personne n'a défendu ou relu toute la gazette. Il y a une espèce de confiance portée en l'autre qui est assez belle. Et peut-être que pour revenir aussi sur tes histoires de plans marquants, moi il y a un plan que je retiens qui me hante depuis le début du festival et que j'ai décrit dans un des textes, dans le texte en question. C'est dans La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Taquet. Quand Léa Drucker part à la montagne retrouver Mélanie Thierry. Ah, c'est beau ce moment. Elle se baigne et elle est filmée de dos, torse nu. Et en fait, on la voit regarder l'eau. Et l'eau derrière est floue. Et en fait, on voit l'eau défiler. Et ça fait un mélange de bleu, vert et violet qui rappelle des tableaux de peinture surimpressionnistes. Et en fait, c'est magnifique de voir un flux défiler derrière soi et que ce flux soit abstrait et de voir que quelqu'un se perd dans ce plan. C'est vraiment l'un des plus beaux plans que j'ai vu cette année. C'est aussi l'un des films peut-être faussement apaisés de ce festival de Cannes. C'est quand même un film qui avance par petites touches comme ça, qui est très délicat. Moi, j'ai pas du tout adhéré parce que j'avais l'impression d'avoir vu ça très souvent. Mais c'est quand même, il faut lui reconnaître à ce film des digressions comme ce moment-là où elle est à la montagne, où elle va retrouver son amante, et puis il discute avec cet homme qui est très étrange. Et oui, c'est un film qui est très très délicat. Un peu, ils ont cette même faculté à montrer des choses de manière très délicate. Je pense à Soudain aussi. Toute cette séquence qui dure à peu près 1 heure avant qu'elles arrivent dans l'EHPAD, elles marchent comme ça sur les quais de Seine. Il y a aussi l'envie pour chez certains cinéastes, mais c'est assez rare de montrer, je pense, une espèce des problèmes d'identification, mais tout en adoptant une espèce de classicisme au sens élégant du terme. Ce sont des films élégants. Là aussi, j'étais frappé par ça. On revient très souvent à ça, une forme d'élégance, de classicisme. Et on pourrait croire que c'est un film qui n'est pas travaillé dans son cadre, dans sa composition des plans, mais c'est faux. Au contraire, cette élégance dit beaucoup. J'ai remarqué ça aussi, mais c'est minoritaire. Je pense qu'un des grands motifs qui a pu traverser, pas forcément les films, mais notre expérience du festival, et je pense que c'est la thématique qui travaille le plus profondément Charline Bourgeois-Taquet, mais qu'on retrouve ailleurs, c'est le choc du fantasme sur la concrétude et la réalité du monde. Tu vois, c'est ce qui lie Les Amours d'Anaïs à La vie d'une femme. C'est une femme qui va fantasmer une vie
Donc il va se rendre compte que cette vie-là n'est pas possible parce qu'elle est prise dans des ethos bourgeois, tout ce que tu veux, une vie déjà structurée. On l'a aussi remarqué notamment avec la pauvreté du documentaire à Cannes cette année. Il y avait très peu de documentaires et les documentaires qui étaient là étaient très mauvais. Et Bon, il faut en parler de ça parce qu'ils étaient très mauvais. Parce que dans deux, enfin, pour moi, il y en a deux, j'en ai vu deux. J'ai vu The Match et le film et Cantona. Mais The Match et Cantona adoptent. Pour moi, ce ne sont pas des documentaires déjà. Je n'utilise pas ce mot-là. Pour moi, ce sont des reportages très, très de luxe avec une idée Netflixienne. Et c'est ce que j'expliquais dans mon texte par rapport à The Match. C'est très compliqué. C'est un film qui à aucun moment essaye de comprendre ce qu'il filme, en fait. C'est un film qui montre des personnages qui ne parlent pas. ils sont contents de les filmer. Ils sont contents d'être filmés et puis surtout, ils prennent comme ça, ils captent comme ça 2-3 secondes de réaction ahurissante de tel ou tel personnage, mais ils vont jamais plus loin. C'est très choc, c'est très frontal, c'est très esthétisant, très clinquant et en fait il n'y a aucun geste de cinéma parce qu'à aucun moment on regarde ces personnages, cette histoire et qu'est-ce que je fais de tout ça. Et c'est ça là- arrive de plus en plus. Et c'est là la différence avec par exemple La Détention de Guillaume Massart. Ah oui. Où là pour le coup on est sur un documentaire vraiment plus que respectable, qui est très bon. Et moi je m'en suis rendu compte à un moment donné vers la fin du film où je me surprends à juger l'un des personnages, enfin l'une des personnes qui est filmée et à me rendre compte qu'en fait ce mec-là me saoule et de me dire en fait il a cessé d'être un objet de réel pour devenir un véritable personnage de cinéma. Et en fait tu te rends compte a posteriori que le montage avance secrètement, sereinement et qu'en fait d'une séquence à l'autre, en même temps qu'il montre des aspects différents de la formation de Maton, il développe une relation entre le spectateur et ses personnages, ce que ne font pas les documentaires que tu décris. Non, mais il faut parler d'ouverture de la détention. C'est génial parce que en fait, on apprend très vite que nous allons suivre des personnes qui sont formées pour être surveillants pénitentiaires. Et le film s'ouvre sur le formateur, l'un des formateurs, qui les fait entrer dans Quelle la classe. scène, oui, t'as raison, quelle scène. Qui les fait entrer dans la classe. La caméra reste sur le formateur dans un premier temps. Le formateur a un visage extrêmement sec, serré, ferme. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en même temps, parce qu'il joue aussi, il est dans ça. Ils arrivent tous, ils sont debout. On en voit quelques-uns sur le côté droit et les autres hors champ. Et là, il leur dit nous allons faire un cours de 3 heures. Et j'ai décidé que pendant 3 heures, vous resterez debout. Et là, pendant plus de 5, 6 ou voire 7 minutes, il va y avoir comme ça une conversation, enfin un début de conversation entre lui et eux. Et en fait, ce qu'il veut Sur l'obéissance, sur justement. l'obéissance, mais il veut aussi que ces personnes-là puissent le contredire, dire ce qu'ils pensent, analyser la situation, en fait, répondre aux images. Et ça, c'est génial parce que c'est quelque chose qui peut-être, non pas disparaît, mais qu'on voit de moins en moins, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais d'une image, comment je pense à partir d'une image, qu'est-ce que j'en fais de ce plan, qu'est-ce que ça dessine ce plan. Mais je pense que ça rejoint ce qu'on dit sur la confrontation d'une idée à la réalité du monde. Et je pense que dans le film aussi, ce qui est beau dans La Détention, c'est de voir la progression de leur formation et de les voir revenir avec l'expérience une fois acquise. Parce que comme on les voit seulement sur un plan théorique, travailler aux postures, aux droits de chacun, quand d'un coup ils voient la réalité où en fait tout ce qu'on leur dit c'est modulable en fonction du réel, il y a encore une fois un dialogue entre la théorie et la pratique en fait. C'est des films qui montrent et qui comment je pourrais dire ça? C'est des films qui tu sais, t'as tout type de. J'ai remarqué ça aussi avec le film d'Emmanuel Mars. C'est des films qui montrent et qui parlent. Ça veut dire que c'est des films qui montrent, c'est-à-dire qu'il y a un geste de cinéma derrière, et c'est des films qui parlent. Donc La Lettre, la correspondance épistolaire chez Emmanuel Mars, ou alors c'est pas un film bavard, c'est un film parlé, comme dirait d'Oliveira. Et cette parole devient un élément de mise en scène. Oui, ils ne choisissent pas la théorie ou la pratique, c'est toujours les deux. Quoi. Et ça, c'est très la important. dialectique. C'est deux choses qui ont tendance parfois à se dissocier. Et j'avais remarqué ça dans le film d'Emmanuel Mars. Et c'est pas ce que je remarque, par exemple, dans Coward, qui est plutôt un film qui veut à tout prix parler, mais qui ne montre rien finalement. Pourquoi il ne montre rien? Parce
Parce que soit il a peur de son dispositif, soit il a peur d'aller jusqu'au bout, ou soit il ne sait pas gérer une dramaturgie. Donc à ce moment-là, il va se cacher derrière des séquences assez belles à écouter, des séquences de chœur, de corps et de cris et de chants. À chaque fois, il se cache derrière ça parce que il ne sait pas gérer cette dramaturgie. Il ne sait pas. Ouais, mais je pense que c'est assez marrant aussi de voir comment Les Rayons et les Ombres a été un film assez fondateur de l'année cinéphile qu'on est en train de passer. Parce que, tu vois, donc le film qui s'appelle Lâche, ou qui parle de la lâcheté, montre aussi ça et montre aussi la peur d'un cinéaste à aller jusqu'au bout de la noirceur de son personnage. Et par exemple, moi je suis assez frappé de ce film, de voir comment ce personnage qui va effectuer, qui va prendre un choix supposément très lâche de se mutiler pour éviter la guerre, ne va jamais réfléchir son geste. Encore une fois, il va jamais verbaliser ce qu'il vit. Et en fait, la lâcheté va intervenir qu'à la fin, dans une espèce de final réconciliateur, ce que tu veux, nanani, où d'un coup, un comparse de son âge va le confronter au fait qu'il n'ait pas été à la guerre. Et c'est le seul moment où le film essaye de réfléchir la lâcheté de son personnage, en fait. Et la lâcheté est jamais montrée comme étant un élément complexe. On le voit jamais réfléchir à son propre acte pendant tout le film. Et je trouve que là-dessus, il est proche du Giannoli, par exemple. Oui, mais tu vois, par exemple, si Lucas Dont s'essaye à un moment verbaliser quelque chose, j'ai peur qu'il devienne démonstratif. Comme par exemple cette séquence odieuse dans Mariage au goût d'orange, où il y a... alors, c'est pas un flashback, c'est un flash-forward, c'est ça? On appelle ça quand on va dans le temps, mais dans le futur. C'est ça exactement, où l'on voit donc la mère, la grand-mère, enfin la patriarche de cette famille, seule dans ce petit appartement avec son paquet de gitane filtre, et cette photo du marié, de celui qui se marie et qui est son fils. Et on comprend un peu on se dit, tiens, peut-être que ce jeune homme n'est plus là. Parce que cette séquence se passe quelques années plus tard à Nantes. C'est comme ça que c'est indiqué. Et puis on la voit, la caméra la filme de face. Et on le voit, lui, on voit quelqu'un en amorce, de dos, c'est lui. Et il est en train de faire quelque chose que je n'aurais jamais soupçonné dans ce film. C'est tellement putassier, c'est tellement facile et simpliste. En plus de cela, il a été critique de cinéma, Christophe Honoré. Il sait un peu comment... Il sait ce que c'est que la démonstration. Il est en train de nous raconter tout ce qui s'est passé hors champ après ce mariage. Et je ne comprends pas pourquoi il est à ce moment-là dans cette démonstration. Et il insiste, et il insiste, et il insiste. Et moi, ça m'a fait penser à un film qui n'a peut-être pas forcément à voir, qui n'a peut-être pas forcément lié avec ça, mais le dispositif d'une femme qui discute avec quelqu'un m'a fait penser à ce film de Jean Eustache, où Eustache interviewe, je crois, sa grand-mère. Et je me souviens plus du titre du film, c'est... Zéro de conduite. Non. Si c'est pas Vigo. Numéro 0, je crois. Numéro 0 de conduite, c'est Vigo. Et c'est un moment extraordinaire parce que tu sens qu'ils s'écoutent et tu sens qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller. Ils boivent du whisky. Et c'est un plan, c'est génialissime parce que le dispositif est très simple. Mais tu te rends compte que ce que tu dis fait écho à tous les films dont on parle depuis tout à l'heure, que ce soit Soudain, que ce soit ce que je reproche aux Dontes. Il y a vraiment une cohérence dans notre discussion. On est bon. Et ce que je me disais, c'est pourquoi Honoré est obligé de tomber dans ça? C'est pas possible, c'est tellement bête, c'est tellement ringard ça, de dire bon, je vais vous raconter un peu ce qui va se passer. Et pour moi, c'est quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui à aucun moment sait quoi faire de ses personnages. Et c'est surtout ce que je disais dans mon texte, il les connaît trop bien, ces personnages. Il n'y a jamais des moments de doute avec certains comme par exemple, toute cette séquence de beuverie comme ça dans ce film, moi ça m'a rappelé la séquence de mariage et de beuverie dans Voyage au bout de l'enfer. Mais tu sens que Michael Cimino, il ne sait pas trop quoi faire de ses personnages et on va y aller tous ensemble. Je vois pas ça. C'est trop maîtrisé. Oui, il y a une certitude au travail chez Honoré. Et pareil, tu vois, moi je pense que ce flash-forward que tu décris, il a la certitude qui crée à ce moment-là une densité dans la dilatation du temps et qu'en fait, dire ce qui va se passer en revenant au mariage va du coup créer de l'émotion chez le spectateur ou en tout cas lui tirer des larmes, quoi. Ah oui, tu vois, et je pense que là, il y a un geste trop sûr et c'est des personnages qui ne doutent jamais. Non. Et pour filmer une classe populaire...
je pense qu'on pouvait la filmer plus librement. Enfin, je pense que c'est des personnages qui sont beaucoup trop enfermés dans l'ossature. Alors que ça démarrait bien ce film, vraiment, je te Ouais, le dis avec ouais, sincérité, vraiment. pour moi ça démarrait bien, cette histoire de voiture où tout se passe à l'intérieur dès le début, où il y a la mariée Martine, je crois, Martine, elle est assise, ça c'est ma grande théorie, elle est assise derrière, et puis devant, à la place du mort, il y a sa maman, et sa maman lui dit quand même, tu vas te marier avec les Puig, et qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle change de place, elle s'assoit donc en face à elle, et pour moi elle change de camp. C'est magnifique ce geste, c'est très beau, c'est oui, je suis du d'accord. pur cinéma ça, c'est rare, C'est beau. c'est rare, et c'est dommage, c'est dommage. J'ai une autre question, Samir. Comment tu as géré de travailler et d'écrire à la fois pour El Watan et pour Tsunami Mhm. sur les mêmes films? Est-ce que ça a été Ah bah, alors, moi, désagréable? ça n'a pas été désagréable. Pour moi, c'est un bel exercice. Après, il faut pas se leurrer non plus. C'est-à-dire que quand j'écrivais, quand il y a eu des textes il y a eu très peu de textes pour Tsunami, mais il y a eu parfois des moments où je reprenais certaines idées ou voire même certaines phrases et tout, parce qu'on peut pas faire. Mais ça se noyait. Non, c'est un bel exercice parce que El Watan, c'est un public Voilà, tu sais à majoritairement qui tu t'adresses dans chaque algérien, média. voilà, c'est ça. Mais j'essaie quand même de considérer, c'est marrant parce que le premier texte que j'ai envoyé pour El Watan, je parle de ça. Je dis, à quoi bon envoyer un critique de cinéma algérien au Festival de Cannes en sachant qu'en Algérie, il n'y a plus d'industrie du cinéma? À quoi bon cela? Je me dis, mais c'est pas grave, parce que déjà, effectivement, il n'y a plus d'industrie, mais il y a des films qu'on peut voir via Internet, Et ça il se y a des passe comme ça. cinéphiles. Et il y a surtout une cinéphilie qui est importante. Et je sais de quoi je parle, vu que par rapport aux ateliers de formation, je les vois, ces Tu les gens-là. connais. Je les connais. Et ils ne me demandent qu'une seule chose, c'est qu'on ne les évite pas. Oui, de faire Donnez-nous partie de la fête. donnez-nous des textes. On va les lire, on va les mettre de côté, on verra les films un jour ou l'autre. Ne vous inquiétez pas. Donc je me suis posé cette question et c'est pour ça que j'ai écrit. Et j'ai pas écrit pour un public algérien, j'ai écrit justement juste pour un public en disant voilà, il y a ça. Mais je voulais revenir sur une chose. Oui, on ne peut pas voir tous les films. C'est pas possible. Mais je me souviens que j'avais écrit une espèce encadré sur El Watan où en écoutant ici et là vous parler de certains films, mais aussi des amis qui sont journalistes et qui parlent pour du film, je prenais des notes et à ce moment-là, je faisais une espèce de... J'avais dit d'ailleurs dès le début, j'avais dit il y a des trucs qu'on ne peut pas voir et je disais... Voilà, je vais parler de films que je n'ai pas vus, mais j'ai entendu ici et là. Et ça, c'est très important là où je veux en venir. C'est que parler de cinéma à Cannes, c'est quand même compliqué. Il est très rare, c'est très très rare où on se retrouve face à un collègue et avec qui on va prendre 10 minutes pour parler de quelque chose. C'est assez rare et hier, il m'est arrivé ça avec Frédéric Mercier où on a parlé, je crois, 30-35 minutes. On s'est posé, on a parlé de l'écriture déjà, du texte et de certains films. Et c'était passionnant parce que c'est très rare. D'habitude, c'est qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu en penses, c'est pas bien et tout. On sent une petite phrase clash et tout. Et ça c'est aussi important. On ne parle pas assez souvent je parle pas pour Tsunami. Hein, Oui, mais je pense oui, que. on se retrouve, donc on discute. Mais on parle pas. C'est très particulier tout ça. C'est qu'il faut déjà prendre ses dispositions en disant je vais aller à Cannes, je vais privilégier le texte, je vais peut-être voir 3 ou 4 films par jour, je vais peut-être pas tout voir, je vais peut-être louper beaucoup de choses. Moi, la Boule à Negra, je l'ai loupé. Bon, il s'avère qu'on a appris là. Le rappeler. Qu'ils ont été rappelés, donc je me dis qu'est-ce qui va se passer, peut-être double prix d'interprétation masculine. Je dis, merde, je l'ai pas vu, mais c'est pas grave, tu le verras. Tu le verras un jour. Et Ouais. tu écriras sur le film. Après, là où c'est beau aussi, c'est que, et c'est ce qui sauve une rédaction écrite, c'est que si on ne prend pas 30 minutes pour parler du film, on en parle sur notre texte, dans le Google Doc. Tu vois, dès qu'on va relire le texte, il y a un dialogue non verbal, enfin il y a un dialogue silencieux qui se fait Oui, quand on se relie entre nous. oui, mais oui, effectivement, mais moi j'aime bien parler, ça me stimule. Ah, toi tu aimes l'oral, toi micro-ciné. J'aime l'oral, ouais. C'est-à-dire que j'aime bien d'abord parler du film avec quelques-uns, et puis bah, je vais te donner un exemple très précis. En fait, c'est très simple. Je t'ai piqué une idée dans mon article sur Hope pour El Watan. Quand tu me dis, j'ai remarqué qu'à chaque fois, la vérité se trouve toujours au bout du plan.
Et je me suis dit, c'est une bonne idée ça. Et donc je t'ai piqué cette idée. Après, je l'ai fait autrement. Je l'ai orienté vers autre chose. Tu l'as réapproprié. Mais j'ai pris cette idée-là. Je fais, elle est bien. Et puis après, je l'ai déclinée en plusieurs types d'idées. Voilà, c'est important. C'est comme ça qu'on discute. C'est de la circulation. Ouais. C'est très important la parole. Et c'est pour ça que c'est important de préciser que c'est rare à Cannes. On a tendance à se faire des idées sur le festival de Cannes qui sont vraiment, vraiment, vraiment fausses. Au contraire, vraiment. Et je me souviens, il y a 2 ans ou 3 ans de cela, je discutais avec un youtubeur qui tenait des propos juste un peu populistes, de quelqu'un qui ne connaît pas le festival de Cannes uniquement à travers la petite lucarne. Bon, il y est allé, il l'a fait, il est revenu, il m'a dit, mais c'est génial. C'est génial. C'est extraordinaire. Mais ça reste extraordinaire. C'est un festival vraiment passionnant. Oui, c'est à la fois étrange parce que c'est vrai qu'il y a un côté thermomètre où on n'a pas le temps, quoi. On prend la température, on repart. On va vérifier la température des films. Et là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi que il y a des films qui ne peuvent que être mal vus à Cannes, exemplairement L'Inconnu. D'où la nécessité, par exemple, de créer une émission qui s'appellerait On y reviendra. On y reviendra sur L'Inconnu. C'est ça. C'est exactement. Tu as fait un texte, tu as fait ce que tu as voulu, ce que tu as pu, mais il y a des films comme ça dans la densité où. Mais en fait, là où ça me dérange, c'est que il faudrait pas que des gens qui ne vont pas à Cannes se disent ah mais du coup c'est des gens qui vont à Cannes mal écrire sur les films. Et en fait, nous quand le film va arriver en salle, on va dire ah mais tu sais d'avoir un geste un peu réac de dire on va prendre la température après ceux qui l'ont prise à Cannes et dire qu'ils avaient tort. Tu vois, il y a un côté. Ça il va y avoir ça. Oui, mais ce qu'il faut. Après, ce qu'il faut, c'est d'y revenir en fait. Voilà. Est-ce qu'il faut revenir aussi sur nos textes? Je dis pas revenir ça, c'est une grande question. C'est une grande question. Ou voire même réécrire les textes. Dire tiens, moi je sais que ça va pas louper dans quelques semaines, pas tout de suite, hein, pas tout de suite. Ouais. Mais peut-être d'ici fin juin, je vais commencer à revoir mes textes, pour dire qu'est-ce qui s'est passé là et tout. Il y a peut-être un ou deux où je suis sûr et certain de ne pas y revenir parce que je sais que j'ai fait le taf. Alors je pense que tu parles de Mariage au goût d'orange. Ah oui. Et après toi, tu parles de... L'espèce explosive. Ok. Ah oui, je pense avoir fait le taf. Il y a du café peut-être en filtre. Il y a du Robusta, ouais. Je pense avoir fait le taf, ce qui ne veut pas dire je fais un bon papier. Je pense avoir fait le taf, c'est autre chose. Mais sinon, L'Inconnu, ça je sais que... Après ça, c'est des films mondes, c'est des films infinis. Où, déjà, je pense qu'un texte seul, pour cerner le film, va falloir se lever pour l'écrire. Donc en plus, l'écrire en peu de temps, voilà. Mais c'est important ce que tu dis par rapport à certains films qui sont complexes à regarder dans un festival comme celui de Cannes. Je pense par exemple que L'Inconnu, il y a des films comme L'Inconnu, après ça c'est une question de programmation. Mais je crois que L'Inconnu, il faut montrer ça dès le début du festival de Cannes. Tu peux pas montrer ça le dernier jour. Ouais. Tu montres ça dès le début, t'es serein, t'es frais, c'est parti, on va conquérir le monde. Tu mets ça en plein milieu du festival de Cannes, c'est... Ouais, mais alors, tu vois, par exemple, de la même manière, moi j'ai eu la chance de voir le château d'Arioka de Kiyoshi Kurosawa en Projo Press. Ouais. Mon texte me semble plutôt cerner l'objet, enfin d'en cerner les contours, pas d'en venir à bout, mais en tout cas il est réutilisable le texte. Je pense que on pourra le ressortir sans avoir trop de honte. Mais si j'avais vu le film à Cannes, j'aurais pas eu la disponibilité d'écrire un tel texte. Bah, j'ai dormi. Je peux prendre ça, voilà. Oui, vas-y. Moi j'ai dormi, c'est juste partir. Ça, j'ai dormi. Et en fait, ouais, pareil, c'est que c'est trop dense. C'est un film qui fait que parler. Et en fait, la question est de se dire aussi, un festival comme Cannes est obligé d'avoir des grands morceaux d'une densité absolue, comme pourrait l'être Hamaguchi, ou L'Inconnu, ou Kurosawa. Mais en même temps, comment tu les places? Qu'est-ce que tu mets entre ces films-là, quoi? Parce que il faut oxygéner le cerveau, quoi. Donc il y a aussi de ça dans le fait on ne verra pas tout à Cannes, aussi même à l'intérieur des films qu'on voit. On n'a pas tout vu de L'Inconnu, par exemple. Non, ça, je suis persuadé que non, il faut une deuxième vision, et puis je suis d'accord avec toi. Donc voilà. Bah, ça va. Ouais, je pensais pas que je parlerais autant. 28 minutes 53. Ah bah c'est très bien. Allez.